je vois que nous allons avoir un débat animé, notamment sur la question des cessions d'actifs. Je dois dire que je n'ai pas été convaincu davantage par les arguments contre ces cessions d'actifs qui comportent un certain nombre de contradictions, pour ne pas dire davantage. Mais je voudrais redonner simplement, en réponse aux différentes remarques des sénateurs, la philosophie de ce texte. C'est de permettre à nos entreprises de grandir, de se développer, de se créer, d'investir plus librement, de supprimer un certain nombre de contraintes. Et cela vient d'être rappelé, il n'y a aucune nouvelle obligation pour les entreprises dans ce texte. Certains d'entre vous veulent en rajouter, rétablir par exemple le stage préalable à l'installation pour les artisans. C'est une obligation, nous la supprimons. Si vous voulez la rajouter, très bien, mais mesurez la contradiction qu'il y a à vouloir libérer d'un côté et contraindre de l'autre. Nous ne rajoutons aucune nouvelle obligation, nous ne faisons que les supprimer. Nous voulons également que les salariés soient associés à ce développement. Et vous avez cité largement l'intéressement. C'est vrai que c'est une proposition majeure, structurante. Plus de taxes sur l'intéressement pour tous les salariés des entreprises de moins de 250 salariés. C'est une évolution en profondeur, ce n'est pas une pichenette. C'est une transformation majeure. Vous auriez pu aussi citer, personne n'en a parlé, la transformation de l'épargne salariale, parce que ça, c'est la vie quotidienne des salariés. Vous allez avoir une portabilité totale de tous les produits d'épargne salariale, alors qu'aujourd'hui, il y a 5, 6, 7 produits différents, ils ne sont pas portables, vous changez d'entreprise, vous ne pouvez pas garder votre épargne salariale, si bien qu'évidemment, les salariés n'utilisent pas ces produits. Et quand ils sortent, quand ils partent à la retraite, ils n'ont pas le choix, on leur impose une sortie en rente ou une sortie en capital en fonction du type de produit qu'ils ont choisi. Là, on leur laissera la liberté totale de sortir comme ils le souhaitent. Certains voudraient s'acheter un logement avec leur épargne retraite. Si vous avez un certain type de produit, vous le pouvez. Si vous avez d'autres types de produits, vous n'y avez pas le droit. Alors évidemment, quand on a 25 ou 26 ans, qu'on rentre dans la vie active, qu'on prend un produit d'épargne retraite, on se dit si je ne peux pas libérer mon épargne pour acheter mon logement, je ne vais pas ouvrir d'épargne retraite. Là, chacun sera libre de débloquer son épargne retraite s'il le souhaite pour acheter son logement. Mais c'est des améliorations considérables de la vie quotidienne des salariés, l'intéressement, l'épargne salariale. Vous nous parlez de digitalisation, d'innovation, mais tout ce qui est fait sur le financement, le PEA, PME, la réforme de l'assurance vie, les unités de compte, tout ça va servir à financer l'innovation pour les entreprises et correspond, je pense, à ce que souhaite une majorité de sénateurs ici qui veulent que nos entreprises puissent se développer beaucoup plus librement. Les seuils. Je veux bien tout ce que l'on veut, mais enfin je regarde ce qui a été fait sur les seuils pour les PME depuis 15 ans et je ne vois rien, mais rien d'aussi significatif que ce qui est proposé dans ce texte, qui va permettre à une PME de changer de seuil, de franchir un seuil de 10, de 50, pendant 5 ans, c'est-à-dire la durée d'un cycle économique, sans avoir aucune nouvelle obligation supplémentaire. Mais vous imaginez la liberté que ça donne à une entreprise d'embaucher sans se dire « je vais avoir à payer des charges supplémentaires, des obligations sociales supplémentaires, je suis libre de grandir, je ne serai pas taxé ». Mais vous devriez vous réjouir de cette proposition et vous réjouir encore plus de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que si vous voulez aller encore plus loin sur les seuils avec un objectif, l'emploi, 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 vous devriez être favorable. J'entends sur les bancs de gauche les récriminations sur ce sujet, mais enfin, vous devriez être révoltés de voir que notre pays, aujourd'hui, en Europe, est celui qui garde le niveau de chômage le plus élevé parce que nous n'avons pas eu le courage de libérer la capacité d'embauche de nos entreprises, de nos PME, des commerçants, des artisans, de tous ceux qui créent des emplois dans le pays. Alors, vous pouvez garder les mêmes vieilles recettes qui ont échoué depuis 30 ans et qui expliquent la crise où nous sommes aujourd'hui, ou vous pouvez essayer de changer de direction, c'est ce que propose le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises. Oui, nos entreprises ont besoin de capital, oui, elles ont besoin de financer, oui, elles ont besoin d'investissement. Et tant qu'on mentira aux Français sur la nécessité qu'il y a pour les entreprises d'avoir plus de liberté, plus de financement, plus de souplesse, plus de simplicité, nous en resterons avec nos 9% de chômeurs, ces millions de Français qui, je le rappelle, comptent parmi les plus pauvres et les plus démunis de la société française. Il est temps d'essayer autre chose et c'est ce que nous faisons avec ce projet de loi.
J'en viens aux privatisations. Libre à vous d'estimer qu'en termes d'innovation, d'investissement technologique, de recherche, nous sommes au niveau. Moi, je considère qu'il y a un talent exceptionnel en France sur la recherche, sur l'innovation et sur les transformations technologiques. Et que ce changement, il est gâché. Cette capacité, elle est gâchée par notre incapacité à offrir à tous ceux qui recherchent, à tous ceux qui innovent, les moyens de se déployer beaucoup plus vaste, de manière beaucoup plus vaste et de manière beaucoup plus ambitieuse que ceux qui existent aujourd'hui. Je considère, et je suis surpris des remarques sur l'hémicycle, la partie droite de cet hémicycle, qui devrait être sensible à cette idée simple qu'on doit laisser l'État accomplir les missions essentielles et régaliennes de l'État et laisser les entreprises accomplir ce qui est du domaine du commerce et de la liberté d'entreprendre. Je suis surpris de cette confusion. Quand j'entends dire, Monsieur Dominati, que les dividendes, ADP peut les récupérer pour investir, mais dans ce cas-là, si les dividendes sont récupérés pour investir, ils ne peuvent pas être utilisés pour financer l'innovation et la recherche. Nous faisons un choix différent. Plutôt que d'avoir l'argent de l'État qui est immobilisé pour investir dans ADP, nous préférons prendre cet argent pour financer l'investissement, l'innovation et la souveraineté technologique de la France. Je considère que ces choix fondamentaux qui sont derrière Pacte permettent aux entreprises de grandir, mieux rémunérer et associer les salariés, redéfinir la place respective de l'État et de l'entreprise dans la nation française, sont une voie nouvelle qui doit nous permettre de remédier à ce que sont les échecs français depuis 30 ans. Le chômage de masse, la lourdeur administrative, les contraintes qui pèsent sur les entreprises, la mauvaise association des salariés et l'insuffisante rémunération des salariés pour le travail qu'ils accomplissent, le bridage des capacités d'investissement, d'innovation, de recherche, de créativité, qui sont le propre du peuple français. C'est à cela que sert le plan d'action sur la croissance et la transformation des entreprises. Vous nous parlez d'ADP comme d'un monopole, mais pardon, ADP n'est pas un monopole. Si des voyageurs veulent passer par une autre ville que Paris et aller ailleurs qu'à Charles de Gaulle, ils peuvent parfaitement le faire et s'affranchir de la liberté, avec la liberté la plus totale, de passer par Paris pour leur voyage long courrier. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans bien des cas lorsque vous avez un aéroport qui est beaucoup plus attractif. Vous nous dites que l'État contrôle tout. L'État a la majorité, l'État n'a pas le contrôle absolu d'ADP. Vous nous dites que les États-Unis n'ont pas cédé les actifs, mais je pense que pour tous ceux qui ont eu la possibilité ou l'occasion de circuler dans les aéroports américains, ils auront vu que ce n'est pas nécessairement le nec plus ultra en matière de succès aéroportuaire et que nous, Français, et nous, Européens, nous pouvons probablement faire mieux en matière aéroportuaire. Je vous recommande également de ne pas jouer avec les peurs des Français sur le contrôle de l'État ou sur la capacité que nous avons à protéger nos frontières. Le contrôle aérien, ça a été rappelé d'ailleurs tout à l'heure avec beaucoup de justesse, il reste aux mains de l'État. La gestion des trafics, elle reste aux mains de l'État. Le contrôle des frontières, il reste aux mains de l'État. Le contrôle des investissements, il reste aux mains de l'État. Quant aux fonciers et aux infrastructures, je rappelle que notre opération permet de les récupérer au bout de 10 ans, alors que dans l'autre cas, vous les laissez ad vitam aeternam à 49% d'investisseurs privés. Donc vous le voyez, nous aurons cette discussion jusqu'au bout. Mais derrière, il y a effectivement, et ça a été dit par beaucoup d'entre vous, il y a des choix politiques, démocratiques, fondamentaux sur ce que nous voulons comme économie et comme société. Je crois profondément que nous avons besoin de passer à autre chose en matière économique, que nous avons besoin de transformer en profondeur notre économie pour qu'elle crée plus de prospérité, plus d'emplois et qu'elle permette au génie français de s'exprimer avec toute l'ampleur dont il est capable. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.